de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Aujourd'hui, le sommaire, c'est la reprise pour environ 12 millions d'élèves. Mais cette rentrée a un coût, et quel coût! Cette année marquée par l'inflation n'a pas épargné les familles qui font face à d'énormes dépenses. L'allocation de rentrée versée le 16 août dernier est-elle donc suffisante? On en parle avec nos invités. S'équiper pour la rentrée, ça passe aussi par les vêtements. Habiller ses enfants sans se ruiner, c'est possible. Et notamment grâce à la plateforme Les Petites Occasions. On en parle avec une des cofondatrices. Enfin, c'est le nouveau rendez-vous du lundi. Ça s'appelle Lumière Sûre. Et c'est avec Loïc Landreau qu'on va retrouver dans quelques instants. Alors que le débat autour de l'abaya fait polémique, eh bien, quid de la laïcité édictée par la loi de 1905. On fera donc la lumière sur cette loi de la séparation de l'Église et de l'État. Loïc, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Alors je le disais, près de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce matin dans un contexte de changement et d'évolution. Avec d'abord au cœur de l'été la nomination de Gabriel Attal en lieu et place de Pape Ndiaye. Immédiatement d'ailleurs, le nouveau ministre de l'Éducation a fait des annonces très attendues, notamment pour les lycées. Dès cette année, les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat ne se tiendront plus en mars, mais comme avant, au mois de juin. Un retour aux sources salué par les syndicats et les enseignants au vu de l'absentéisme endémique qu'on a constaté il y a quelques mois. L'épreuve orale sera également allégée puisque les 5 minutes dédiées au projet d'orientation vont être supprimées. Et pour le bac français, il y aura désormais 16 textes au programme des oraux contre 20 auparavant, entre autres. Et ce matin, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, étaient en visite dans une école de Saint-Germain-en-Laye, en Bretagne. C'était l'occasion pour la première ministre de fixer les grands axes de cette rentrée avec en ligne de mire le retour de la lecture et de l'écriture comme pilier de l'apprentissage pour nos enfants. Cette rentrée, elle est aussi sous le signe de l'attention portée aux savoirs fondamentaux. Donc c'est à la fois 2 heures de lecture par jour au CP de plus. Enfin, c'est un travail vraiment sur la lecture au CP. C'est l'écriture, CM1, CM2. C'est un renforcement des heures de soutien en maths ou en français en 6e. Aussi la généralisation du dispositif devoir fait. Et c'est 1h30 de mathématiques au minimum pour tous les élèves, quelle que soit leur spécialité, en première. Donc c'est vraiment le paquet sur les savoirs fondamentaux. Alors, il y a les savoirs fondamentaux dont parle Elisabeth Borne, et puis il y a aussi l'un des autres enjeux de cette rentrée, c'est le respect de la laïcité dans tous les établissements, avec au cœur des débats ces derniers jours, l'abaya. Et son interdiction pure et simple, actée par Gabriel Attal il y a quelques jours. Il y avait déjà une loi, celle du 15 mars 2004, qui interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école, mais c'était au chef d'établissement de gérer au cas par cas. Là, les abayas, mais aussi les camis, qui est la version masculine, sont purement et simplement interdits. Alors, que s'est-il passé finalement aujourd'hui dans les 500 établissements régulièrement concernés par des atteintes à la laïcité? Eh bien, Elisabeth Borne, depuis la Bretagne, nous a donné quelques éléments de réponse. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce matin, les choses se passent bien. Il y a un certain nombre d'établissements où des jeunes filles sont arrivées en abaya. On leur a expliqué que c'était pour rentrer dans le lycée ou dans le collège, on n'acceptait pas ce genre de signe qui manifeste une appartenance religieuse. Et certaines jeunes filles ont accepté de le retirer. Pour les autres, on va avoir des échanges avec elles, des démarches pédagogiques pour expliquer qu'il y a une loi qui s'applique, qui proscrit le port de tout signe ou tenue par lequel l'élève manifeste une appartenance à une religion, quelle qu'elle soit. Et bien tout ça va nous donner l'occasion, Loïc, de reparler justement de l'histoire de la loi de la séparation de l'Église et de l'État qui a été faite en 1905 pour bien comprendre justement le mouvement global qui a fondé la laïcité en France et qui permet justement la liberté de culte. Mais on en parlera ensemble, en tout cas avec cette interdiction donc de l'abaya dans les écoles. Et bien évidemment, on reparle de l'uniforme. Et oui, il y a plusieurs départements qui se sont portés volontaires pour expérimenter cette tenue unique à l'école dans certains collèges. Ce sont les Alpes-Maritimes et l'Hérault notamment. Et ce matin, donc, lors de sa visite en Bretagne, Gabriel Attal a bel et bien confirmé qu'il y aurait un test de ces tenues uniques.
À chaque fois qu'on se déplace sur le terrain, on rencontre des élus ou la communauté éducative de certains établissements qui souhaitent pouvoir expérimenter une tenue scolaire unique. Je ne suis pas certain que ça soit une solution miracle pour régler tous les problèmes, mais en tout cas, je pense que ça mérite d'être testé, expérimenté dans des établissements effectivement qui sont volontaires. Je présenterai à l'automne le cadre dans lequel l'expérimentation pourra se dérouler et dans l'intervalle, j'invite les élus ou les établissements qui souhaitent pouvoir se lancer dans l'expérimentation à prendre la tâche de mes services pour le faire savoir. Autre sujet au cœur de cette rentrée, autre sujet très important, c'est bien entendu le harcèlement scolaire. Et Elisabeth Borne qui est un petit peu partout dans tous les médias en cette rentrée, elle a accordé un entretien exceptionnel à nos confrères d'RTL hier et elle a confirmé que c'est bel et bien la tolérance zéro qui va désormais s'appliquer pour les harceleurs et les cyberharceleurs. Dès la rentrée, on va déployer le dispositif, vous savez, le dispositif phare, c'est des équipes qui sont sur ces sujets, y compris au lycée, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Maintenant, on pourra éloigner le harceleur, y compris dans le primaire, et non pas le harceler. C'est incompréhensible que l'élève qui est harcelé doive quitter son école, donc ça sera le harceleur. Et puis, on va mettre en place des référents par établissement. Mais peut-être vous dire qu'au-delà, c'est tout le monde qui doit être à la fois sensibilisé et mobilisé. Les élèves, les parents, évidemment la communauté éducative, mais aussi les policiers, les gendarmes pour recueillir les plaintes. Et ce sera l'occasion évidemment d'une émission spécialement consacrée à ce thème du harcèlement scolaire. On termine avec l'interdiction d'une cigarette électronique très en vogue chez les jeunes, enfin chez les collégiens et les lycéens. Ça s'appelle la puff, effectivement, une cigarette électronique jetable aux saveurs sucrées. Donc c'est là où est déjà le premier problème et qui est notamment interdite aux mineurs. Et deuxième problème, elle est interdite, mais on la trouve un petit peu partout en rayon, tout à fait normalement, pour 9 €. C'est-à-dire qu'elle est moins chère qu'un paquet de cigarettes et on peut l'utiliser plusieurs jours de suite. Et selon Elisabeth Borne, donc toujours sur RTL hier, la puff mène les jeunes vers le tabagisme et les scientifiques sont formels. D'abord, elle provoque une forme de dépendance réelle ainsi que des inflammations potentielle pour les voies respiratoires, sans parler de son impact environnemental puisqu'elle est composée de plastique, d'une batterie inflammable, de lithium et de métaux lourds qui sont évidemment très très mauvais pour l'environnement. Donc dans les semaines qui viennent, elle sera totalement interdite pour protéger nos jeunes et Elisabeth Borne va d'ailleurs présenter très bientôt un grand plan global complet contre le tabagisme. Merci beaucoup Loïc. Le coût de la rentrée scolaire impacte évidemment de nombreux ménages. L'allocation de rentrée scolaire versée le 16 août dernier à près de 3 millions de familles françaises qui représentent à peu près 5 millions d'élèves a bien été revalorisée. Un coup de pouce bien entendu appréciable mais souvent jugé insuffisant. Alors quel constat face à l'inflation et quelles solutions peuvent être proposées? Comment amortir le coût de la rentrée? C'est justement la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Joanne Jousseaume. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle éducation, parentalité, citoyenneté à la Confédération syndicale des familles. Et face à vous, je suis ravie d'accueillir Grégory Carré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup également d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Alors l'ARS, la fameuse allocation de rentrée scolaire qui aide donc les familles modestes, les plus modestes à acheter des fournitures scolaires. Donc ça veut dire papier, crayon, gomme, règles, enfin tout ce qui sert effectivement aux études, est désormais fixé entre 398, si je ne me trompe pas, et 485 € par enfant et selon leur âge. Donc c'est fixé effectivement par plateau, une revalorisation de 5,6%. Laurent Jousseaume, déjà, pourquoi 5,6 et pas 4 ou 8%? Alors déjà, c'est vrai que ce chiffre qui est utilisé et relayé largement dans les médias, nous, on aimerait le commenter et peut-être le corriger puisque, en fait, l'année dernière, en juillet 2022, il y a eu une prime de 4%. Qui venait déjà s'ajouter au 1,5% de l'augmentation de l'ARS. Si bien qu'aujourd'hui, on nous laisse penser qu'il y a bien 5,6 d'augmentation d'allocation de rentrée scolaire, alors qu'en réalité, par rapport à ce que les familles ont en sonnant et trébuchant dans leur poche, il y a une augmentation que j'aurais tendance à dire que de 1,5%. C'est relativement peu et très faible au regard de l'inflation.
de l'INSEE qui est évalué à 4,5% entre juillet 2022 et juillet 2020. Ouais, moi j'ai noté 4,3 effectivement, sur un an en tout cas. Sur un an, ouais, voilà. C'est ça, 4,3, 4,5. On est à la virgule près, quoi, mais globalement on est autour de cet ordre de grandeur. Et sur les produits, on va dire plus spécifiquement liés à la scolarité, l'inflation est plus importante. Alors, il y a 2 endroits où on regarde plus spécifiquement, c'est la papeterie. Alors là, les études sont assez larges, mais on est entre 5 et 40%. Donc, vous voyez que c'est large. C'est très large. On va dire autour de 25% d'inflation sur le secteur du papier qui a connu une pénurie. Et sur le secteur du vêtement, on est autour de 12%. Donc, l'inflation liée à la scolarité est plus forte que l'inflation au global. Et donc, ça pèse lourd sur les familles. Et l'allocation de rentrée scolaire, qui n'augmente que de 1,5%, n'est pas du tout un moindre mal par rapport à ça. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce que vous venez de dire, justement, Johan Jossaume. Grégory Carré, quel est votre sentiment et vos impressions, surtout, et votre constat à l'UFC Que Choisir par rapport à cette fameuse ARS? Alors, à l'UFC Que Choisir, on relève les prix, en fait. Donc, on a des données qu'on peut vous fournir. Moi, je relève des prix en grande surface tous les jours. Et donc, sur, par exemple, un panier de fournitures scolaires, on a fait la comparaison entre cette année et l'année dernière, et le même panier de fournitures, il a pris 11%. Donc, 11%, on voit que ce n'est pas à la hauteur de l'allocation de rentrée scolaire. Ça veut dire que même l'État n'arrive pas à suivre l'inflation s'agissant des fournitures scolaires. Et ce n'est pas dans un contexte en plus neutre, c'est-à-dire que il y a les denrées alimentaires qui augmentent. L'inflation dans les denrées alimentaires, c'est 25% depuis janvier 2022. Donc 25% de hausse. Énorme. Ouais, c'est pour les familles modestes, c'est le premier budget. Et là, vous parlez de toutes les grandes surfaces confondues. Oui. Oui, c'est ça. Oui, savoir ça, que même les grandes surfaces qui font des prix assez bas. Oui, alors Alors en fait, l'essentiel des achats se passe dans ce qu'on appelle les hypermarchés et les grands supermarchés. Et en revanche, on n'enquête pas les papeteries. C'est un peu plus compliqué. En fait, on relève les prix par Internet maintenant pour avoir des indicateurs tous les jours. Et je disais, il y a donc effectivement tout l'alimentaire qui a pris énormément, qui a énormément augmenté, et l'énergie aussi. La facture d'électricité, le mois dernier, elle a encore augmenté de 10%. Sur un an, c'est plus 27% pour la facture d'électricité. Donc, pour les ménages, c'est compliqué. Les fournitures scolaires, c'est la dépense supplémentaire exigée dans un contexte extrêmement tendu. Alors, on est tous très inégaux face à l'inflation. Les ménages modestes sont les plus concernés. Ce sont ceux qui ont, dans leurs dépenses, qui consacrent la proportion de leurs revenus la plus importante dans les denrées alimentaires, dans l'énergie et donc également dans les fournitures scolaires, parce que c'est à peu près le même cartable pour tout le monde. Et c'est ceux qui ont le moins d'outils d'arbitrage, c'est-à-dire qu'ils achètent déjà plutôt de l'entrée de gamme, donc ils ne peuvent pas passer du haut de gamme à l'entrée de gamme, et ils n'ont surtout pas d'épargne. Tous les mois, l'intégralité des ressources sont consacrées aux achats. Donc il n'y a pas de marge d'arbitrage pour ces gens-là. Une réaction quand même, parce que effectivement, la fameuse ARS qui est annoncée, elle est de 5,6%. Vous venez de dire qu'en fait, ce n'est pas la réalité, puisqu'il y avait déjà une augmentation qui avait été faite. Exactement. Une réaction par rapport à cela, justement, Grégory Carré. En plus, je suis pas spécialiste de l'ARS. Moi, je commentais déjà le 5,6%, et déjà le 5,6% n'était pas à la hauteur de l'inflation que nous, on évaluait à 11%. Donc, on voit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'écart est encore plus grand. Oui, mais que déjà, l'État n'arrive pas à suivre. Ce matin, il y avait encore un autre débat. Alors, on va digresser, mais les Restos du Cœur disent qu'eux, ils sont en train de faire face à une demande accrue de repas qu'ils n'arrivent plus à laquelle ils n'arrivent plus à répondre. Donc très rapidement, ils ont besoin de trouver quelques millions d'euros pour pouvoir boucler la fin d'année. Donc effectivement, c'est une rentrée vraiment sous le signe de la hausse des prix ou des niveaux de prix records, chose qu'on avait oublié, que moi, pour ma part, j'avais jamais connu jusqu'alors. Alors, on parle beaucoup de l'inflation, évidemment, parce que cette inflation, est-ce qu'elle est vraiment responsable de tous les maux? On sait que aussi, en dehors de l'inflation, il y a, et peut-être que vous l'avez relevé à l'UFC Que Choisir, des grandes surfaces qui en profitent pour aussi augmenter leur prix de départ et puis mettre ça sur le coup, effectivement, de cette inflation. Alors oui, il y a tout un débat autour. C'est pas nouveau. Le débat il y a quelques années, il était tout autre. Il y a quelques années, on avait des revenus agricoles qui s'effondraient et des prix en rayon qui ne bougeaient pas. Et on essayait de savoir où disparaissait la marge. Et la question, c'était de savoir est-ce que c'est du côté de l'industrie agroalimentaire ou du côté des distributeurs.
distributeurs, c'est-à-dire Carrefour, Leclerc, etc. On n'a jamais eu le fin mot. Hein, c'était un peu flou, mais ça disparaissait. Là, aujourd'hui, au départ, on a eu l'envolée de certains cours de matières premières. Vous vous souvenez des céréales, par exemple, et puis aussi de l'énergie, parce qu'on a besoin de beaucoup de pétrole dans le domaine de l'agriculture. Et sous prétexte de l'envolée de ces cours des matières premières, effectivement, on a un peu avalé toute l'année dernière des hausses de prix en rayon. Mais maintenant, quand on regarde un peu ce qui s'est passé les derniers mois, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a quand même une certaine décorrélation entre l'inflation des denrées, des matières premières et les prix en rayon. C'est-à-dire que le consommateur a plus que payé l'envolée des cours des matières premières. Et en plus, on a maintenant quand même des denrées et des matières premières qui ont retrouvé pour certaines des niveaux d'avant-crise, avec bien sûr l'invasion de l'Ukraine qui a créé quand même un effet boule de neige, et que là-dedans, les prix en rayon ne répercutent pas du tout ces baisses. Donc c'est le débat actuel. Aujourd'hui, on a un niveau de prix record. On a parlé des fournitures scolaires, mais c'est surtout dans le domaine alimentaire que c'est très sensible. Et on constate qu'effectivement, il y a dans les étages intermédiaires des gens qui ont constitué des marges. Alors, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, on n'a pas le fin mot. On sait qu'on peut quand même regarder les chiffres. Carrefour a annoncé un premier semestre record. Son bénéfice, il était de 250 millions l'année dernière, il est passé à quasiment 1 milliard, un peu moins de 900 millions. C'est extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que c'est la faute des industriels, le fait qu'ils ne répercutent pas les baisses des prix en rayon, mais là-dedans, je pense que les deux font des revenus très confortables. En revanche, la situation, elle est très sensible. Elle est très sensible notamment pour les foyers modestes. Et économiquement, il y a quand même un risque qu'ils envoient tout le monde dans le mur. C'est-à-dire qu'on parle de déconsommation aujourd'hui. On parle de gens qui achètent beaucoup moins de denrées alimentaires, ou là, on est dans une chaîne de l'éducation. Si on parle des fournitures scolaires, aujourd'hui, on a acheté 5% de moins de fournitures scolaires que l'année dernière. En fait, on parle de tout, parce que quand on parle d'éducation, on parle aussi bien effectivement d'alimentation, de fournitures scolaires, aussi d'activités périscolaires. Enfin, ça touche évidemment toutes les familles et ça touche notre pouvoir d'achat de manière générale. Joanne Jossaume, juste, vous êtes, je le rappelle, responsable du pôle éducation, parentalité, citoyenneté à la Confédération syndicale des familles. Donc tous ces sujets-là, évidemment, préoccupent votre quotidien. Vous entendez en permanence les réactions des familles qui vous entourent, des retours. On parle de cette allocation de rentrée scolaire, elle est valable, je disais, pour 3 millions de familles, donc à peu près 5 millions d'enfants. Mais en fait, finalement, elle touche tous les Français. Elle devrait toucher tous les Français. Alors, plusieurs réactions par rapport à ce qui a pu être dit. D'abord, nous aussi, on relève les prix. Donc, on a constaté la même hausse de 11,3%. Alors, on n'est pas sur des prix fixes, on est plus sur un panier. Donc, c'est les familles qui viennent et nous disent voilà ce que j'ai acheté pour mon enfant selon les différents niveaux. Et donc, on constate une augmentation du panier de 11,3%. Donc, on voit bien que la rentrée, ça coûte. Plusieurs éléments, c'est que, alors notamment en élémentaire, il faut beaucoup renouveler les vêtements, donc ça coûte. Il y a des nouvelles demandes. Notamment des fiches Bristol, des petites choses qui augmentent aussi le panier. Au lycée, il y a de plus en plus la contrainte du numérique. Et donc là aussi, c'est une forte augmentation. Ce n'est pas les directeurs d'établissement ou les départements, enfin les lycées, ça concerne les régions, mais les régions qui justement permettent aux étudiants... Vous mettez un point sur quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, selon les territoires, il va y avoir une offre qui peut être très diversifiée. Et donc nous, on met le doigt là sur sur quelque chose, c'est les inégalités territoriales. En fonction des régions ou des départements ou des villes, en fonction de l'échelon dans lequel on se positionne, école, collège, lycée, eh bien parfois il va y avoir la gratuité, parfois il va y avoir des dotations d'équipement, parfois pas du tout. Et donc en fonction qu'on habite à Marseille, Nancy, Toulouse, Montpellier, etc., eh bien la scolarité va pas coûter la même chose. Évidemment, elle va pas avoir le même coût. J'en profite pour parler avec tout de suite le maire de Dunkerque, Gilles Ferrin, qu'on va recevoir en duplex, et on a de la chance de l'avoir parce que lui, il n'a pas attendu justement que l'inflation soit là pour que le problème se fasse ressentir. Est-ce que vous m'entendez, monsieur l'adjoint au maire ?
Monsieur Ferrin. Oui. Voilà, ravi de vous avoir. Alors j'imagine que vous avez écouté la conversation que l'on a aujourd'hui, notamment sur l'allocation de rentrée scolaire et cette problématique à la fois de cette vie qui coûte de plus en plus cher, cette inflation qui est là, et puis cet argent qui quand même facilite aussi la vie de ces 5 millions d'élèves qui entrent donc, je le rappelle, en allocation entre 398 et 485 € par enfant, donc une revalorisation de 5,6%. Mais vous faites partie, à Dunkerque, des municipalités qui proposent une aide aux familles en cette rentrée. C'est cela ? Oui, c'est-à-dire que la volonté affichée de l'équipe municipale, c'est véritablement de tout mettre en œuvre pour lutter contre l'échec scolaire et donc faciliter la scolarité des petits Dunkerquois. Et bien évidemment, à partir de là, on a un regard particulier en direction des familles les plus modestes de la ville. Donc il y a un véritable effort qui est mené notamment en direction du kit scolaire qui est offert à chaque enfant. Je parle des enfants de l'école maternelle et élémentaire. Donc ce kit, il est constitué par les directeurs et directrices d'école qui y réfléchissent de telle manière à ce qu'il soit composé de ce qui aujourd'hui est indispensable à la scolarité des enfants. C'est-à-dire, il y a quoi dans ce kit ? Pardon, il y a quoi dans ce kit ? Alors, il y a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller à l'école sans aucune dépense supplémentaire. Ça va du double décimètre au crayon, au cahier, aux copies, aux équerres, enfin bref, tout ce qu'un enfant gomme, fluo et compagnie, tout ce qu'un enfant doit avoir comme besoin pour pouvoir aller à l'école. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a également travaillé énormément à la tarification sur la restauration scolaire. Il faut savoir que, par exemple, à Dunkerque, l'an passé, nous avons gelé les tarifs de la restauration scolaire pendant 1 an, et cette année, nous avons revu la progressivité donc, des tarifs de la restauration scolaire pour véritablement faire un effort conséquent en direction des familles les plus modestes, de telle manière à ce qu'au moins on puisse garantir à chaque enfant un repas correct le midi. Et on a donc sur la totalité des enfants qui fréquentent la restauration scolaire une baisse de la restauration, du coût de la restauration pour 2 familles sur 3. Je veux dire, dans une période inflationniste comme je viens d'entendre, et également une augmentation considérable des coûts des denrées alimentaires, c'est un effort conséquent que fait la ville de Dunkerque en direction des familles modestes. Bien sûr, je l'entends. C'est un choix que vous faites évidemment qui est très intéressant et profitable pour les familles, mais sans toucher à la qualité de ce que vous proposez dans les cantines, c'est ma question. Certainement. Je veux dire que c'est même accompagné d'une qualité, c'est-à-dire qu'on travaille sur les circuits courts, on travaille sur la participation des producteurs locaux, et bien évidemment, ça ne se fait certainement pas au détriment de la qualité. Il faut savoir aussi qu'à Dunkerque, par exemple, on propose à chaque famille un menu classique, mais également un menu végétarien tous les jours, avec la possibilité de choisir. Donc il y a une véritable diversité dans les choix. On n'a pas du tout travaillé sur la qualité, bien au contraire. Ça aurait été d'ailleurs assez lamentable comme façon de procéder. Alors, vous parlez effectivement de ces choix que vous faites à la fois d'aider les familles. La première question, on va y revenir parce que j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est le kit que vous proposez aux familles. Donc, vous parliez à l'instant des gommes. C'est en plus de la fameuse ARS qui sera proposée aux familles les plus modestes ? Alors non, c'est donné à tous les élèves. C'est ça. Tous les élèves de Dunkerque qui sont scolarisés à l'école élémentaire et aussi à l'école élémentaire, mais le kit n'est pas le même, vous imaginez bien. Tous les élèves, indifféremment, bénéficient. D'accord. Et alors, je vois que c'est une tradition dans beaucoup de villes du Nord. Est-ce qu'on peut parler de choix politique, très clairement ? Alors, j'aurais du mal à m'engager pour les autres communes, bien évidemment, du Nord, mais en tout cas, nous, notre volonté, ma volonté, je vais vous dire, elle est claire. C'est qu'à terme, nous arrivions à respecter ce que doit être l'école publique, c'est-à-dire gratuite. Et oui, je comprends, vous avez raison, la gratuité, c'est tout le problème. Et d'ailleurs, on va en parler bien sûr ensemble. Joanne Josso, j'aimerais que vous réagissiez aux propos de Gilles Ferrin, parce que je vous voyais quand même si vous étiez évidemment heureux de ce kit, je l'imagine, mais je vous voyais quand même un peu me faire la gratuité scolaire, bon.
Non, mais alors c'est vrai. La cantine, qu'est-ce qui vous a choqué? Alors sur la cantine, on a fait des observations. C'est vrai que beaucoup de villes ont fait le choix, et on le souligne, hein, de geler les prix pour les coefficients familiaux les plus bas. Oui. Puisque le prix des cantines est majoritairement par les villes arbitrées en fonction des coefficients familiaux, mais il y a une répercussion de la hausse de l'alimentation sur les classes moyennes et les classes supérieures. Alors, plus particulièrement sur les classes moyennes, on constate en fait que ce sont les nouvelles victimes, on va dire, de l'inflation, et il ne faudrait pas que... Enfin, il ne faudrait pas. C'est problématique. Oui, mais enfin, attendez, ça veut dire qu'il ne faudrait rien faire, à l'inverse. Il faut... À l'inverse, quelle est la meilleure façon de procéder dans ces cas-là? Je pense que toucher au portefeuille des familles déjà largement impactées me semble quelque chose de complexe et pour nous auquel il ne faut pas toucher. Alors évidemment, demander plus aux familles, encore aux familles, pour nous c'est compliqué. Une réaction, Gilles Ferrin? Oui, alors, monsieur, je répète mes propos parce que je pense que vous ne m'avez pas bien entendu. Je disais donc qu'avec la progressivité de la tarification au niveau de la restauration scolaire, à la rentrée 2023, pour 2 familles sur 3, le coût de la restauration scolaire va diminuer, au pire, ne pas évoluer. Donc voilà, je veux dire, la très très grande majorité des familles va donc voir le coût de la restauration scolaire baisser. Pour autant, pour les autres, pour le tiers restant, nous avons bien sûr, nous sommes restés très raisonnables au niveau de l'augmentation, sans pour autant dépasser et faire supporter, comme vous le disiez, l'augmentation aux autres familles. Non, non, pas du tout. Je veux dire, ça a un surcoût supplémentaire au niveau des dépenses de la ville, mais c'est un choix politique. Une réponse brève, et après je voudrais parler à Grégory Carré. Moi, j'avais une question sur, alors si elle n'est pas trop indiscrète, en termes de choix politique, qu'est-ce que ça représente au niveau du budget d'une ville? Et est-ce que toutes les villes seraient en capacité ou en mesure de faire des kits, par exemple, pour tendre vers ce que nous aussi on souhaite, c'est-à-dire la gratuité? Alors pour vous répondre par exemple sur le kit, le coût du kit, on scolarise 6 000 élèves, public privé compris, et le kit représente 15 € par élève. Okay. 15 € par élève. Juste une question, Grégory Carré et aussi Joanne Joson d'ailleurs, différence entre public et privé, parce qu'on pourrait penser qu'en fait les enfants qui sont dans le privé, eh bien vu qu'il y a une scolarité payante, devraient avoir des fournitures gratuites. En revanche, c'est plus l'inverse qui se profile, à savoir des fournitures gratuites dans le public souvent et payantes dans le privé. Une logique à tout ça ou pas? Juste pour comprendre. Vous savez répondre? Je serais bien en difficulté de vous répondre. Je ne suis pas spécialiste de... Oui, Joanne? Oui, sur l'école publique privée, alors nous, on se questionne beaucoup sur les écoles privées sous contrat qui reçoivent les dotations de l'État. Donc en réalité, aujourd'hui, combien ça coûte à un enfant? Alors il y a 13 enfants, 13% des enfants qui vont en école privée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Sur 100, enfin sur voilà l'ensemble. Sauf que l'ARS est valable pour les enfants qui sont aussi dans le privé. Hein. Exactement. Donc il faut combien le ouais, voilà. Ouais. Et en école privée, on n'est pas soumis à la carte scolaire. Ce qui pose quand même des questions de stratégie, de où vont les enfants. Et finalement, les inégalités ont tendance à se creuser. Et il y a des stratégies de contournement par l'école privée qui est subventionnée par l'État, du coup, puisque les écoles privées sous contrat ont des subventions d'État. Enfin, l'État finance les communes qui elles-mêmes financent les écoles privées, enfin, si on veut aller jusqu'au bout. Et ça, pour nous, c'est quand même vraiment problématique. Et l'école privée coûte évidemment plus cher que l'école publique, mais la différence n'est pas aussi importante que cela. Oui, n'est pas aussi énorme. Ouais. Alors pour terminer, parce que malheureusement on arrive à la fin de ce débat, Grégory Carré, quelles sont les astuces pour réduire clairement sa facture de rentrée scolaire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer et prévoir? On est au mois de septembre, hein. On aurait pu la penser dès le mois de juin, peut-être. Alors, première chose, c'est n'acheter que ce dont on a besoin.
Aïe. C'est ce que font les gens. Pas Mais facile. c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être des fournitures de l'année précédente qu'on peut racheter. Ouais. Non, réutiliser, vous voulez dire. Réutiliser, pardon. Ouais. Et ne pas racheter, excusez-moi. Vous avez vu, je vous écoute. Oui, bravo. C'était un piège, c'était fait exprès. Et donc, on n'est pas bien sûr obligé de racheter un cartable, une trousse, etc. Mais également, il y a des cahiers qu'on peut récupérer dans les arts plastiques. C'est ceux qui ont le plus augmenté, limite, les fournitures d'art plastique. Oui, c'est ça, le papier canson et autres. Oui. Donc là, fournitures un peu. effectivement, il y a des choses à faire. Maintenant, qu'est-ce que font les consommateurs aujourd'hui? Ils font comme l'alimentaire, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment regarder les étiquettes, ils vont privilégier l'entrée de gamme et ils vont ne pas acheter si c'est pas indispensable. C'est vrai que l'équerre, on n'est pas obligé de l'acheter tous les ans. Le compas, la même chose. Voilà, on peut se limiter vraiment à l'essentiel. Et je vous dis, c'est vrai que c'est ce que font les gens, de toute façon. Et dernier plan politique, pardon, mais pousser peut-être effectivement les grandes enseignes, je ne sais pas, mais à effectivement baisser leur prix, ou en tout cas à imaginer peut-être une sorte de régulation. Alors, oulala, il y a eu beaucoup de débats sur les baisses de prix. Le ministre les appelle de ses voeux, mais sans absolument rien de contraignant. Donc, on voit que pour en tout cas l'alimentaire, ça ne s'est pas du tout transformé. Enfin, l'essai n'a pas du tout été transformé, pour prendre une image du moment. Donc là, il y a eu, par exemple, des trimestres anti-inflation qui ont été initiés par Olivia Grégoire au début d'année. Ça n'a pas du tout permis de juguler la hausse des prix. Mais ça a été et certains, ils devaient rajouter les fournitures dedans. Mais quand nous, on a été relever les prix, et vous avez le même ordre de grandeur de données, c'est des prix qui ont pris 11% dans l'année. Donc ça n'a pas du tout permis de juguler l'inflation. Après, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, nous, notre avis, c'est maintenant au consommateur d'essayer au maximum de jouer son rôle en essayant effectivement d'aller chercher les prix les plus bas pour se détourner des enseignes qui génèrent des niveaux de prix plus élevés pour les inciter justement à ne pas constituer des marges trop excessives dans un contexte où tout le monde a à perdre aujourd'hui. Si vraiment on a une déflation et un effondrement de la consommation, tout le monde va être perdant. Et les grandes surfaces le seront également dans un deuxième temps. Joël Jousseaume, un petit mot de fin? Alors, effectivement, pour consommer, pour que la rentrée ne coûte pas trop cher, effectivement, vous avez parlé de la réutilisation. Nous, on encourage les parents à s'organiser, mais aussi les établissements scolaires pour effectivement mettre en place des systèmes de kits, des bourses aux livres, des bourses aux outils scolaires, tout ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Si vraiment il y a aussi des difficultés de la part des familles, je pense que Internet, certains sites de revente il peut y avoir éventuellement certaines bonnes affaires à vérifier quand même. Et donc il faut aller dans ces directions-là pour que ça coûte pas trop cher. Évidemment, on peut réutiliser la règle, l'équerre, la calculette, tout ça, ce sont des bonnes choses pour des bonnes astuces. Merci mille fois à vous trois. Gilles Ferrin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Dunkerque, chargé de la réussite éducative et de l'enfance. Et vous avez mis en place justement ce fameux kit dont vous parliez et plein d'aides pour les enfants. Bravo. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Joël Jousseaume, responsable du pôle éducation, parentalité et citoyenneté à la Confédération syndicale des familles, et Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation, alors vous venez de l'entendre, plus 25% sur le prix des vêtements dans les grandes surfaces, selon Grégory Carré du UFC Que Choisir. Il n'y a donc pas que les fournitures scolaires qui impactent le budget en cette rentrée. Habiller ses enfants coûte aussi évidemment de plus en plus cher. Et pour ça, il y a des solutions. Je suis ravie d'accueillir Julie Lab. Bonjour. Enchantée. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice des Petites Occases, une boutique en ligne de seconde main pour enfants, vêtements, jouets, livres. On retrouve un peu tout. Équipement. Il y en a pour tous les goûts de 0 à 12 ans, c'est bien ça? C'est ça.
entre les fournitures scolaires, effectivement, à acheter, les vêtements, la garde-robe à refaire, etc., la rentrée vraiment coûte très très cher pour toutes les familles. D'ailleurs, peu importe le niveau, évidemment, les familles les plus modestes sont les plus impactées et on le sait. Vous avez lancé votre boutique en ligne en 2020. Oui, en 2020, avec l'inflation qui touche la France cette année. Alors, est-ce que les parents se sont rués sur les vêtements de seconde main? Alors oui, effectivement, la rentrée, c'est une très grosse période pour nous. C'est le moment de refaire la garde-robe des enfants pour la rentrée et puis pour l'hiver qui approche. Et nous, on a la chance de pouvoir proposer aux parents des vêtements jusqu'à moins 80% du prix du neuf. Donc forcément... C'est intéressant pour ceux qui vendent, du coup? Alors, forcément, pour ceux qui vendent, on rachète à des prix qui sont plus raisonnés que s'ils les vendaient par eux-mêmes sur certaines plateformes, par exemple. On peut espérer un petit peu plus. L'avantage chez nous, quand vous vendez, c'est que vous nous déposez, on s'occupe de tout, il n'y a absolument rien à faire. Et surtout, on fait une bonne action. Exactement, on fait une bonne action, on redonne une seconde vie aux enfants de nos loulous. Quel est le budget, en fait, que mettent les parents en moyenne pour l'achat de vêtements pour leurs enfants, par enfant? Alors, je ne pourrais pas vous donner un budget par enfant, mais nous, on est sur des paniers moyens qui sont aux alentours de 30-40 euros, quoi. En sachant qu'on a des parents forcément qui suivent avec les enfants qui grandissent, donc qui achètent tous les 3, 6, 9 mois en fonction de l'âge des enfants. Loïc, vous faites attention aux marques que vous mettez à vos enfants, aux marques de vêtements pour Alors enfants? Personnellement non, je prends le moins de marques possible déjà pour pas les habituer à avoir toujours des vêtements chers, mais je suis très attentif effectivement au fait que les vêtements ne se jettent pas. Mon petit porte les affaires du grand et voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. Alors justement, est-ce que les parents réagissent un peu comme Loïc et se posent la question de la marque ou de pas de marque, justement, de vouloir gommer les inégalités? Alors oui et non. C'est vrai que nous, sur notre boutique en ligne, on voit des mamans principalement et aussi des papas qui achètent des marques du coup chez nous parce qu'ils peuvent les acheter moins cher. Et on a aussi des parents qui clairement sont dans des situations financières qui font que ils achètent aussi chez nous du H&M, du Hokaidi, des marques plus abordables mais qui sont toujours moins chères chez nous que neuf. Et qui tiennent bien. C'est évidemment une boutique économique pour les parents et éco-responsable à la fois. Est-ce que c'est pas difficile de concilier les deux? Alors si, il faut savoir qu'aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus, il y a encore beaucoup de parents qui ont du mal à se convertir à la seconde main. On a notamment beaucoup de parents qui ont des facilités à nous déposer des vêtements, un peu plus de difficultés à en acheter sur notre boutique. Donc c'est aussi pour ça qu'on a lancé les petites occasions, parce que nous, on garantit la qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de montrer aux gens qu'on peut acheter de la seconde main tout en achetant des vêtements de qualité. Bien sûr. On disait, en fait, les petites occasions, c'est une façon, évidemment, de faire des économies, c'est une façon de pouvoir être éco-responsable. Est-ce que c'est la première ou la deuxième des raisons qui vous a fait, qui vous a poussé dans cette aventure-là quand vous avez créé les petites occasions? C'est le Covid aussi, hein? Alors, il y a eu l'effet Covid qui fait que très rapidement, on a pris la décision de monter une boutique en ligne, de ne pas proposer que de la vente physique et donc limiter en termes de territoire. En revanche, nous, on l'a fait pour le côté éco-responsable parce que c'est vraiment dans notre ADN. Mais les parents, en premier lieu, leur motivation, c'est le prix. C'est ambitieux parce que vous avez énormément de concurrents. Vous avez notamment les plateformes, vous en avez parlé. Vous avez aussi les brocantes qui sont organisées dans la ville et où on peut aller vendre. Vous avez aussi les gens qui jettent tout simplement à la poubelle. Il y a quand même, en plus de votre entreprise, beaucoup de lobbying, d'informations à faire. Comment vous allez chercher ces gens qui vont par exemple en brocante ou qui jettent? Parce que là, vous êtes vraiment dans quelque chose de proactif pour que ça fonctionne. C'est ça. Alors, un de nos grands concurrents, si on peut dire, effectivement, c'est la fameuse plateforme que tout le monde connaît, sur lequel il semble facile, en premier abord, de vendre et d'acheter des vêtements. De premier abord, parce qu'il y a toujours des galères. Exactement, voilà. C'est ça. Et donc, justement, encore une fois, nous, ce qu'on propose, c'est pour les parents qui veulent vendre des vêtements, nous, on est un service vraiment facilitateur. Ça va vite, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de souci de savoir si c'est vendu ou pas. Nous, on récupère les vêtements, on fait un virement sur leur compte bancaire. Et puis les petites perles, parce que je les vois là, attention, et puis les petites perles. Quand même, c'est pas rien qui est proposé. C'est ça, en fait, je me suis permis d'amener pour montrer qu'en fait, on peut avoir vraiment, voilà, par exemple, je vous montre un pantalon. On a un pantalon nickel, il n'y a pas, rien n'est abîmé, les genoux sont impeccables, c'est en parfait état, la ceinture est toujours là. Voilà, c'est vraiment important pour nous et de proposer des marques. Voilà, ça c'est un petit sergent-major, on a du Jacadi, on a du Petit Pâteau par exemple que les mamans adorent. Voilà, on propose vraiment tout type de marques, mais toujours de super qualité et c'est ça qui fait la différence aussi avec les plateformes et avec les vides-greniers, c'est qu'il n'y a pas à se soucier de savoir si ce qu'on a acheté est en bon état, c'est garanti.
Donc ça veut dire que, en gros, je me connecte sur votre plateforme, les petites occasions. Je sais que j'ai envie de vous envoyer, par exemple, tout le paquet de vêtements que je n'utilise plus depuis 2 ans. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez sur notre plateforme, vous demandez une étiquette qui est prépayée et vous nous envoyez tout simplement un colis avec tous les vêtements. J'ai rien à faire. Rien à faire. Ça, c'est révolutionnaire. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ce qui nous empêche beaucoup, c'est le fait de nous de devoir organiser. Voilà. Et ben donc vous irez sur la plateforme Les Petites Occasions, montée par Julie Lab et votre cofondatrice, comment s'appelle-t-elle? Alban. Voilà, Alban, à qui on rend hommage aujourd'hui. Bravo. Donc une boutique en ligne de seconde main pour enfants, vêtements, jouets, livres, ça, équipement, on retrouve tout. Petite périculture. Oui. Voilà, de 0 à 12 ans. Alors on essaye même de monter jusqu'à 16. Ça tombe bien parce que moi j'ai 2-3 trucs à vous donner en 12-14 ans. Mais je vous les donnerai, promis, je ne les vendrai pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter votre boutique en ligne. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique, Loïc, c'est à vous. En cette rentrée, Loïc, à la lumière effectivement des récents débats autour de l'abaya, vous vouliez revenir sur cette fameuse loi de séparation de l'Église et l'État qui date de 1905. Et oui, c'est celle qui fonde la laïcité dans nos institutions et dans nos écoles après plusieurs siècles d'hégémonie de l'Église catholique. Oui, et de ses excès aussi. Voilà, en fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre. La laïcité a d'abord et avant tout été pensée comme une réponse et comme une prévention à toute une série de démesures, d'emprises, d'idéologies et de débordements des religions au sens très large. On va remonter un petit peu dans le temps si vous le voulez bien. La France devient chrétienne en l'an 498 au moment du baptême de Clovis. Et c'est vrai, et on l'a dit sur ce plateau, que l'Église permet plein de choses très positives. Notamment, c'est elle qui a développé l'école partout en Europe. Elle a aussi déployé les établissements de santé, de charité. Bref, elle permet de faire des pas de géant sur plein de sujets. Mais il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est qu'elle exerce aussi un pouvoir très ferme et souvent excessif sur la morale, la vie quotidienne, les institutions, la politique, les relations internationales, etc. Et au fil du temps, forcément, ça ne s'est pas arrangé. Enfin, en tout cas, j'imagine. Eh ben non, parce qu'en fait, l'Église prône la frugalité. Sauf que c'est faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, parce qu'elle amasse d'immenses richesses, elle se compromet dans des affaires d'argent, de corruption, de passe-droit, de sexe, bref, ça part complètement... De sexe? Et de sexe, bien sûr, mais il y a beaucoup de moines qui avaient des relations avec des moniales, et voilà, l'Église n'est faite que de ça pendant de nombreux siècles. Donc il y a plusieurs révoltes contre ça, et notamment une majeure qui est la Révolution française. Les églises sont vandalisées, leurs richesses sont confisquées, beaucoup de clercs sont guillotinés, et on passe d'un calendrier religieux à un calendrier donc républicain avec le nouveau nom des mois. Et c'est donc là, à partir de 1795, qu'on vit une première période avec un État totalement laïque, qui ne finance plus les cultes, qui permet à chacun de vivre sa foi librement, puisqu'il y avait les protestants aussi à l'époque. Et ce ne sera qu'au Concordat donc de Napoléon, 1801, que l'Église catholique va être remise comme ça au cœur des affaires de l'État et au cœur de la vie des citoyens. Mais à la fin du 19e siècle, il y a un mouvement laïciste très fort qui prend de l'ampleur. Et c'est comme ça d'ailleurs que Jules Ferry s'appuie sur ce mouvement pour créer l'école gratuite, obligatoire et laïque. Et c'est très important. Tout enseignement religieux est supprimé et l'éducation est confiée à des professeurs qui ne sont pas des hommes et des femmes d'église. Et je suppose que dans les années qui suivent, évidemment, les débats sont houleux sur cette affaire, notamment sur cette question en particulier. Mais bien sûr, parce que personne n'est d'accord. Il y a ceux qui ont peur qu'on perde notre culture, notre morale, notre jeunesse. Il y a ceux qui disent non mais à un moment donné l'Église ça suffit. Donc après moult rapports et commissions, la loi de 1905 portée par Aristide Briand, ce nom doit vous parler beaucoup, est adoptée. Et donc elle stipule entre autres que l'État français ne reconnaît ni ne soutient aucune religion en particulier, et que les institutions religieuses et gouvernementales sont séparées. Elle dit également que la liberté de religion est garantie pour tous les citoyens et que l'éducation est bel et bien laïque dans toutes les écoles publiques, donc que toute promotion d'une religion particulière y est interdite. Et sa mise en œuvre est-elle facile ou non ? Vous pensez bien, il y a plein de tentatives de corruption, de contournement, il y a des tensions partout, mais au cours du XXe siècle, en fait, la société se sécularise. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de croyants. Ouais, j'aurais pas dû utiliser sécularise, c'était chaud, j'aurais pu dire il y a de moins en moins de croyants. Non, au contraire, on adore votre vocabulaire. J'essaie de placer des mots comme ça, pour les gens, on sait jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de croyants en France, et c'est un peu aussi comme ça que la France affirme son modèle de laïcité, c'est qu'il y a de moins en moins de croyants, et on est vraiment dans un mouvement où
le citoyen veut s'affirmer en tant que républicain. Mais en 1989, la France va devoir faire évoluer ce modèle avec l'affaire des foulards de Creil. Ouh là, j'ai besoin d'aide. Rappelez-moi ça. En fait, au moment de la rentrée, 3 collégiennes musulmanes pratiquantes refusent d'enlever leur voile pour rentrer dans leur établissement. Donc, au nom de la laïcité, c'est ce qui se fait aussi maintenant, elles sont priées de rentrer chez elles et on leur dit qu'elles pourront revenir quand elles auront enlevé leur foulard. Ça aurait pu se régler rapidement comme ça, sauf que les jeunes filles campent sur leur position. Le collège aussi, la mosquée de Paris s'en mêle, et Lionel Jospin, qui est alors ministre de l'Éducation, est accusé de laxisme, pas de racisme, de laxisme. Et c'est finalement le Conseil d'État qui va trancher en disant que c'est au chef d'établissement d'agir au cas par cas. Mais surtout à cette époque... ils ont un peu rejeté le problème ils ont dit, sur les chefs d'établissement. C'est vous. Voilà. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Mais ce que dit aussi le Conseil d'État, et c'est ça qui est intéressant, à cette époque-là, il dit que le port de signes religieux n'est pas incompatible avec le principe de laïcité. Ça, c'est intéressant parce que le Conseil d'État donc dit, vous pouvez porter des foulards, des abayas, etc. C'est possible. Mais c'est une jurisprudence qui va faire loi, donc jusqu'en... Ouais, mars 2004. Mars 2004, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques entre 89 et 2004 sur cette question-là. Et donc la loi de 2004 interdit officiellement dans les écoles, les collèges et les lycées publics le port de signes ou de tenues avec lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse. Donc c'est les abayas, les foulards, mais aussi évidemment les croix chrétiennes et les kippas. Et pour finir, donc, il y a une nouvelle circulaire qui arrive tout près de nous, novembre 2022, qui précise que l'interdiction porte aussi sur des habits portés de manière à manifester ostensiblement une appartenance religieuse. Ça va encore un tout petit peu plus loin. Donc, vous voyez finalement que tout ce mouvement global, des excès de l'Église aux excès tout court des religions et à tous les dangers que ça représente, a justifié qu'un jour des députés se penchent sur une laïcité républicaine qui est la nôtre aujourd'hui, qui permet en fait finalement à toutes les religions de vivre ensemble, sereinement, sans provocation, sans outrance, et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Voilà pourquoi nous avons fait tout ça. C'est le principe de laïcité, justement. Voilà. Évidemment. Merci Loïc, c'est fort intéressant, justement, puisque c'est le débat sur l'uniforme qui fait, débat, qui se pose aujourd'hui, notamment par le biais de ces problématiques avec le port de tenue ostentatoire. Tout dans le mot ostentatoire, ça veut dire quoi? On ne sait pas, on en reparlera, ce sera l'occasion évidemment d'une prochaine émission. Merci beaucoup Loïc. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. J'ai réussi, yes, j'ai répété. Ça va Stanislas? Ça va super, et toi? Alors le grand public t'a découvert très récemment, puisque tu as participé à la toute dernière saison de la Star Academy. Tu as été éliminé en quart de finale. Exact. Mais ça ne t'a pas empêché de concrétiser ton aventure, puisqu'il y a ton single qui sort le 30 juin. Exactement. Qui tu es. Exactement. Donc, comment est né ce titre? Comment est né ce titre? Déjà, c'est des rencontres, c'est beaucoup de rencontres. J'ai rencontré Ota, qui est un artiste aussi qui a fait The Voice il y a quelques années. D'accord. On a coécrit cette chanson ensemble, puisque moi aussi j'ai écrit des textes, donc on s'est fait quelques sessions ensemble dans Paris. Tu avais déjà des textes? Exactement, plein de textes, j'en ai plein des textes, j'en écris tout le temps, sur ma vie, sur ce que je ressens, sur des idées qui émergent, et on a écrit cette chanson ensemble. Et puis après, j'ai réuni des gens au niveau musical. J'ai réuni Jérémy Chaperon, qui est un ancien de la Star Academy aussi, voilà, avec qui je travaille, et avec une équipe belge aussi, donc Double, qui est un artiste funk. Ça en fait du monde, dis donc. Ouais, exactement, et Ruud Jude, qui est aussi du côté de la Belgique. Donc j'ai réuni toutes ces personnes et on a réussi à sortir ce super titre. Et c'est un titre qui nous fera replonger dans les heures de gloire du funk, justement. Exactement, ouais. Alors je suis très fier, déjà d'une, parce que j'ai tout fait tout seul. Bien accompagné, bien évidemment, mais toutes les idées, ça vient de moi, c'est vraiment ce que je voulais. Exactement. Et tout a été fait d'une manière rétro. Donc, je m'explique, la pochette du single a été faite avec un vieil objectif des années 80. Les lumières sont des vieux projets des années 80. La réalisation de la musique, chose qu'on ne fait plus réellement aujourd'hui, ça a été fait à l'analogique. Qu'est-ce que l'analogique? C'est juste... Je ne sais pas ce que c'est. Tout simplement, je vais t'expliquer, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le milieu de la musique, quand on enregistre un son ou quand on crée un son, on va sur un site en général qui s'appelle Splice, qui est une bibliothèque de sons différents, où tu dis tiens, je veux tel truc, et tu vas chercher. Nous, on a décidé que l'ordinateur dans notre projet serait juste... l'outil pour record et pour enregistrer. Donc en fait, on a à peu près une vingtaine de
synthés différents, D'accord. des boîtes à rythme comme dans les années 80 pour avoir ce rythme avec les caisses claires et les basses, et on fait tout à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on vient faire tout à la main et c'est ce qui donne le charme et le groove de la musique dans le son. Et ça, c'est toi qui allais chercher tout le monde. Là, il y a un single, mais j'imagine que tu as enregistré plusieurs chansons. Exactement, on est toujours là, on est en cours d'enregistrement et de création sur d'autres, sur l'EP qui devrait arriver, qui peut-être se transformera en album en fonction de comment on avance. Ça, c'est ton projet du moment. Exactement. Est-ce que tu travailles en même temps sur d'autres projets ? À l'heure actuelle, oui, moi je suis un artiste 360 et j'ai vraiment bataillé pour que les Français se mettent ça en tête aussi à la Starac, que je suis danseur, chanteur, comédien, et d'où la comédie. Là, en ce moment, je passe des castings. Voilà, je suis signé dans une agence qui s'appelle Les Agents Associés. D'accord. Et donc j'ai une agence de cinéma et je passe des castings pour des longs métrages à la rentrée et peut-être des séries télévisées. Il y a déjà quelque chose de programmé ? Pas encore. Là, j'attends des réponses. On croise les doigts. Bon, on arrête de se projeter dans le futur. On va faire un petit retour en arrière. Où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, je suis né à Meudon. Ouais. Et j'ai grandi, je me sens plus breton et je me dis breton tout simplement parce que toute mon enfance, elle s'est faite en Bretagne, du côté de Vannes. Dans le Morbihan. Dans le Morbihan, qui est une très belle région. Et j'ai vécu toute ma scolarité jusqu'au bac. Okay. Voilà, et ensuite je suis parti faire mes études. Pourquoi tu arrives d'ailleurs en Bretagne ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, mon frère il avait quelques soucis quand on était très jeune de pollution, etc., à respirer. Du coup, mes parents ils se sont dit, on bouge. D'accord. Et en fait, on a bougé en Bretagne et on s'est retrouvés dans cette belle petite ville Vannes. Et donc, du coup, j'ai fait toute ma scolarité, collège, lycée, jusque là-bas. Et ensuite, la vie m'a ramené à l'heure actuelle à Paris pour les études artistiques. Tu as des frères, des sœurs ? Un grand frère, plus âgé que moi, de 3 ans. Oui, donc rien à voir, qui est neuropsy, mais qui m'aide beaucoup dans ma vie, avec qui je suis très complice, et qui me suit beaucoup, et moi aussi je le suis beaucoup dans ses projets. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Stanislas Soufois-Rittner pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Stanislas, et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, ce qu'est cette fédération, surtout comment a commencé l'aventure? C'est quoi cette fédération, Vicente? Bien, alors c'est une initiative d'étudiants. Nous étions étudiants, c'était en 2013, des anciens du lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc nous venions du Pays Basque intérieur. On n'avait pas forcément fait de grandes études dans nos familles. On était encore la première génération à accéder au baccalauréat. D'accord. Et puis l'école a marché pour nous, mais on se retrouvait à faire de belles études. On était ici à la capitale. C'est-à-dire qu'au sein des familles, chez vous, et effectivement dans ces zones rurales, on a des sortes de croyances limitantes un peu, c'est ça? Bien, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas que ce monde-là existait, quoi. Ah ouais, d'accord. Vous savez, quand dans votre famille, on n'a pas encore le baccalauréat, quand dans votre entourage, vous n'avez pas un cousin, un frère qui a fait des études, ce qu'on appelle sélectives, classe préparatoire, grande école, vous ne connaissez pas très bien ce monde-là, vous vous dites, c'est pas pour nous. C'est pour les grandes familles. D'accord. C'est dans les grandes villes. Parce que quand vous grandissez dans un territoire, en plus, pour vous, étudier, ça veut dire partir, déménager. Mais il y a plein de termes qui sont plus ou moins synonymes, comme surdoué ou HQI, on peut dire aussi. Et vous, si je vous ai bien lu, vous préférez HQI? Disons comme... C'est RQI comme quotient intellectuel, haut quotient intellectuel. Il y a beaucoup de discussions en fait, sur la bonne définition. Quand on dit haut potentiel intellectuel, au moins HQI, ça veut dire haut quotient intellectuel, ça veut dire haut QI. Donc là, c'est un truc objectif. Comme c'est la définition qu'on prend habituellement, disons, ça me paraît le plus simple. Justement, les tests de QI, ça indique quoi au juste? Ça mesure une sorte de compétence générale, alors qu'on peut appeler ça l'intelligence. Ceux qui disent que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est exagéré, disons. Mais c'est vrai que c'est l'intelligence dans un certain sens. Certains psychologues parlent plutôt de facteur G, ça c'est un terme très général. G, vous allez nous définir le facteur G, voilà. Voilà, ça veut dire facteur général d'intelligence. D'accord. Donc c'est une... Ça redonne une espèce de prédisposition à comprendre les choses plus rapidement et mieux que les autres. Voilà, c'est ça. Certains parlent aussi de puissance mentale, pour donner un terme un peu plus générique, disons, que intelligence, parce que chacun a sa propre définition. Et pour dire quand même les limites du QI, par exemple, il y a certaines choses comme la créativité, qu'on aimerait bien faire rentrer dans l'intelligence et qui sont
pas bien mesurée par le QI, ou bien l'intelligence émotionnelle aussi. Oui, alors on avait parlé les HQE, voilà, les hauts quotients émotionnels. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses sur ces questions, mais ce sont des dimensions qui existent et qu'il faut prendre en considération. Ouais. Et ce QI, quand on regarde les résultats des tests de QI dans la population, ça forme ce qu'on appelle une courbe de Gauss, une courbe en cloche. Oui. C'est-à-dire très peu de personnes qui ont un QI très mauvais, très peu de personnes également qui ont un QI très élevé et une distribution du reste de la population. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses qu'on peut mesurer. C'est un peu comme ça pour la taille, par exemple, ou pour beaucoup de résultats qui font intervenir. À chaque fois, en fait, qu'il y a beaucoup de petits éléments qu'on a mis ensemble, comme c'est le cas pour le QI, on obtient plus ou moins une courbe de cette forme-là. Depuis la crise du Covid, l'éducation a plus que jamais pris le virage du numérique. Entre robotique, métavers, campus connecté, quelles sont selon vous justement les nouvelles tendances tech de cette rentrée 2023 ? Alors on a beaucoup de solutions qui utilisent l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que en fait c'est cela qui va permettre un apprentissage individualisé. Et je pense que c'est vraiment le cœur de l'apprentissage d'aujourd'hui et de demain, permettre à des élèves qui sont à un moment donné soit très à l'aise avec, par exemple, l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture, des mathématiques, et au contraire permettre à des élèves qui sont un peu plus en difficulté d'avoir des contenus pédagogiques, un soutien du professeur, de l'enseignant spécifique à leurs attentes et à leurs besoins, c'est clé. C'est clé pour limiter le décrochage scolaire, surtout quand on est dans des classes où on a beaucoup d'élèves. Un enseignant seul, non outillé, aura du mal à prendre en compte les spécificités de chacun des élèves. Donc l'IA, aujourd'hui, parce qu'elle permet de suivre l'apprentissage, d'identifier là où l'élève va bloquer ou au contraire va avancer facilement, c'est central. On a aujourd'hui énormément de solutions qui sont développées en partenariat avec des labos de recherche d'excellence, CNRS, INRIA, etc., et qui développent des modèles d'intelligence artificielle qui sont inédits et exemplaires, y compris quand on se compare à l'international. Donc ça, c'est clé. Et puis, en effet, on a toujours, et de manière très intéressante et très utile, toutes les solutions qui vont utiliser soit la réalité augmentée, soit la réalité virtuelle, et qui vont permettre, alors à la fois à l'école, mais aussi à l'enseignement supérieur et dans la formation tout au long de la vie, de manipuler et donc de répéter des gestes à l'infini, donc d'apprendre aussi sur des métiers qui vont nécessiter ces pratiques manuelles, qui vont aussi permettre d'apprendre sur, voilà, il y a des métiers de la médecine, de la biologie, de la robotique, etc. sont des métiers pour lesquels il y a vraiment des solutions et des opportunités en matière de réalité virtuelle et immersive. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de la fédération ? On est à peu près... Question un peu piège, je crois que vous êtes très nombreux. Oui, on est à peu près 1500. D'accord. Avec aujourd'hui 58 associations locales. Parce que des territoires grandes écoles, c'est une fédération, donc les actions elles sont faites au niveau local par les associations qui sont indépendantes. Si je comprends bien, vous couvrez aujourd'hui plus de la moitié du territoire, alors ? Complètement. Complètement. Dont 4 territoires d'outre-mer aussi. D'accord. En l'espace de 10 ans, on va dire. Parce que c'est né en 2013, si je ne m'abuse. On est en 2023. Oui, c'est bien ça. Donc, en l'espace de 10 ans, déjà, plus de la moitié des territoires, effectivement. Il y a tous les territoires d'outre-mer, effectivement. On a vu que... Et c'est ça qui était aussi intéressant, c'est que je crois qu'il y a la Fédération de la Réunion aussi, enfin, la Réunion, avec des témoignages. On a quand même le sentiment qu'on avait les mêmes témoignages, par exemple, à Pau, que, par exemple, effectivement, dans certaines villes de la Réunion. Complètement, oui. Ouais, c'est le même... les mêmes difficultés d'accès au parcours sélectif qu'on soit à Aurillac ou à La Réunion ou même en Guadeloupe. Et c'est assez fou. En ce jour de rentrée, vous avez décidé de revenir sur les origines de la rentrée scolaire qui n'a pas toujours eu lieu en septembre. C'était comment avant ? Pour l'expliquer, il faut remonter aux origines des vacances d'été. C'est toujours comme ça que ça se passe. Nous sommes au XIIIe siècle et les maîtres d'université se plaignent de la désertion massive de leurs salles de cours lors des mois d'été. Cette période de l'année... C'est les moissons, non ? Évidemment, c'est les moissons.
ensemble. Quelle culture, Emmanuel, toujours là pour truc de dingue. Alors c'est voilà justement ces élèves quittent les grandes villes pour prêter main forte à leurs parents et pour éviter justement ces absences répétées, le souverain pontife Grégoire IX, régi par l'Église à l'époque, les universités décident de fermer les facultés durant un mois. Évidemment, il prend les choses à bras le corps et les grandes vacances d'été sont nées à partir de ce moment-là. Il y a une origine religieuse. D'accord. Et ça nous fait une rentrée donc quoi, début octobre? C'est ça, début octobre. Et c'est cette tradition qui demeure. Faut attendre quoi, les vacances, les lois Ferry, le 19e siècle, les comme lois beaucoup Ferry, de choses. Exactement, 1880-1882. Les vacances durent environ de 4 à 8 semaines. C'est les préfets qui fixent la date, la durée des vacances. Donc ça varie d'une région viticole ou d'une région agricole à une région beaucoup plus urbaine. Globalement, l'école s'arrête mi-août pour reprendre début octobre toujours à cause des moissons et des vendanges. Et c'est aussi la fin de la période des chasses, fin septembre, début octobre. Et vu que les enfants de bourgeois vont beaucoup dans le secondaire, c'est presque exclusivement des enfants de bourgeois. Donc l'école suit cette tradition. D'accord, on vit au rythme des saisons et des enjeux d'alimentation jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et 30 Glorieuses. Et là, on va quand même codifier les choses de manière un petit peu plus rigoureuse. Il y a une chute un peu brutale. La population agricole baisse sensiblement, donc les familles commencent à partir en vacances début juillet, plutôt 1er juillet. L'école va suivre le mouvement et va décaler ses dates en 1960. La dernière étape a lieu en 1981 avec le premier gouvernement socialiste, avec l'évolution de la société forcément et la disparition progressive du travail des champs. La rentrée est fixée à partir de début septembre, plutôt mi-septembre dans les années 80. Et ça pourrait encore évoluer. Emmanuel Macron a accordé un entretien il y a quelques jours à nos confrères du Point. Il veut l'avancer, lui. L'avancer plutôt le 20 août pour les élèves en difficulté. Donc on aura peut-être une affaire à suivre, on en reparlera. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette première de rentrée. Merci Charles-Loïc. Avec grand plaisir. C'est un bonheur de redémarrer avec vous. C'est vrai. De retrouver aussi Guillaume Ouattara qui va être là d'ici quelques jours. Oui. Les chroniqueurs du Grand JT de l'Éducation, on peut les acclamer. Chez vous, vous pouvez leur écrire et vous répondre la fameuse phrase. Je la redis à chaque fois parce que c'est l'espèce de gimmick, on est obligé. Sinon ça fait pas, tu vois, ça fait pas la fin. Vous avez compris, le tu, le vous. Bon, bref. Enfin, en tout cas, je voulais vous remercier 1000 fois de nous suivre, à la fois sur Freebox, canal 247, sur les box Orange aussi, canal 217, et bien sûr sur Internet, schooltv.com. Aujourd'hui, je remercie à la réalisation Angèle Jean-Girard, au son c'est Saïd Mamou, au maquillage Laure Audemont et la nouvelle équipe du Grand JT que je félicite et que je remercie aussi d'être là. Un gros bisou, un grand merci à Emma Ferret et Laura Girard. Ciao, très belle soirée. Vous avez regardé le Grand JT de l'Éducation avec Microsoft.